Mais du coup, moi je vais faire une story, vous m'avez super bien accueilli. Surtout, ouais, écoute Bob, faut se bouger le cul, c'est quand même la meilleure phrase. Lola Poupoune. Mais non. Lola Poupoune. Non, c'est pas possible. Gna gna. J'ai des lunettes. Bienvenue, vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons une nouvelle invitée, Julie. Julie a 39 ans, et avec elle nous avons discuté du Club Med et des Bonnes Sœurs, de D-Fool et Fun Radio, du 501 et des Doc Martens, d'Angiome, d'amour et de rébellion, mais surtout de toute la beauté dans nos différences. C'est parti. Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme ? J'adore être une femme. Je me sens belle au quotidien, j'aime être une femme, la féminité, avoir une poitrine, avoir des formes, même avoir mes règles. Tout ce qui consiste à être une femme, j'aime ça. Et c'est quoi pour toi justement être féminine ? Être féminine, c'est être bien dans sa peau, tout simplement, et s'habiller ou se maquiller pour se sentir belle. Après, tu peux être féminine très bien en jogging, en basket. Tu n'es pas obligée d'être féminine en étant maquillée ou apprêtée. Être féminine, c'est être comme tu as envie de l'être et la tenue dans laquelle tu te sens belle. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient heureux d'avoir une fille ? Alors, ma maman m'a eu très jeune. Je ne sais pas si elle était contente d'avoir une fille. Je sais qu'elle était très contente de m'avoir. Et puis après, elle m'a élevée pendant quelques temps toute seule. Et puis après, mon beau-père est arrivé dans ma vie. J'avais 1 an et demi. Donc, j'ai grandi avec ma mère et mon beau-père, qui est mon papa, puisque c'est lui qui m'a élevée. Elle t'a eu à quel âge, ta maman ? À 16 ans. Elle occupait quel rôle au sein de ta famille ? Et ton beau-père, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il faut savoir que mes parents ont énormément déménagé et qu'à chaque fois, ma maman essayait tant bien que mal de trouver un petit boulot dans la ville où on habitait. Mon beau-père n'était pas là de la semaine et c'est ma mère qui m'élevait, mon frère et ma sœur. Donc on était tous les 3 à la maison et ma maman nous a appris à faire des gâteaux. Enfin, c'était la maman gâteau qui s'occupait de nous, qui nous emmenait aux activités sportives. Et puis le week-end, le beau-père rentrait et nous grondait quand on avait fait des bêtises ou quand on n'avait pas eu des bonnes notes. Enfin, c'était un peu comme ça, quoi, à la maison. Et t'as grandi avec quelles images concernant les filles et les garçons, et plus tard les femmes et les hommes ? En fait, chez nous, tout ce qui est sexualité, les garçons, les règles, le féminisme, l'homosexualité, c'est pas des sujets qui avaient lieu d'être à la maison. On parlait pas non plus de mésangiomes. Enfin, j'étais dans une famille aimante, on rigolait. Enfin, c'était très fun, mais on parlait pas de tout ça. Tu nous parlais de tes angiomes. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Les angiomes sont des taches de naissance. Ça a une couleur lit de vin, un peu violet, comme Jean-Luc Reichmann sur son nez. Je dis souvent ça pour que les gens identifient. Et en fait, j'en ai, moi, sur 70% de mon corps. Où ça exactement ? Alors, j'en ai sur les mains, les bras, jusqu'en haut de l'épaule. J'en ai sur le sein droit et un tout petit peu sur le gauche. J'en ai sur le ventre, sur le dos, sur une fesse, sur la jambe gauche et le pied gauche. Mais j'ai rien sur la jambe droite. Ni sur le visage. Et ni sur le visage, oui, j'oubliais. Et tu disais que vous en parliez pas ? Alors, en fait, c'est pas qu'on n'en parlait pas, c'est qu'on avait pris le parti de pas en faire un sujet où on allait me privilégier, par exemple, par rapport à mes frères et sœurs, ou à faire plus attention à moi parce que j'avais des angiomes. On m'a expliqué ce que j'avais très petite, et puis de toute façon, j'étais suivie par des médecins, j'allais très régulièrement à l'hôpital, donc je savais que j'étais malade et que j'avais des soucis de santé, mais je me sentais pas différente. Et donc, du coup, mes angiomes, on n'en parlait que très peu. On a commencé à en parler à la maison quand je suis rentrée à l'école et qu'on a commencé à se moquer de moi. On s'est beaucoup moqué de toi ? Oui, beaucoup. J'ai subi du harcèlement scolaire, mais comme à la maison, on ne parlait pas de mes angiomes, je n'ai pas parlé de mon harcèlement scolaire. J'en parle à mes parents que depuis que j'ai un compte Instagram où je parle de mes angiomes. Parce que je sais aussi que ma maman, elle a beaucoup souffert, pas d'avoir eu un enfant différent, mais du fait que dans la rue, on l'a beaucoup interpellée. On lui disait « mais vous avez frappé votre fille, vous l'avez brûlée ». Enfin, on lui a dit beaucoup de choses difficiles à entendre quand on est une maman. Et donc ça, je le savais en fait qu'on lui avait dit tout ça. Et je voulais la protéger. Donc en fait, toutes les fois, on s'est moqué de moi. Je leur en ai jamais parlé. Mais t'en parlais à quelqu'un d'autre ? Non, j'avais un journal intime. Ou alors aux peu de copines que j'avais quand j'étais au collège, ouais. Tu disais que tu étais très suivie par les médecins ? Oui. Parce que du coup, c'est considéré comme une maladie ? Alors, pour plusieurs choses, j'étais suivie par des médecins parce que moi, je suis née dans les années 80 et donc quelqu'un qui a des angiomes sur 70% de son corps, c'était rare. Enfin, c'est encore rare, mais à l'époque, pour eux, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'étais un peu, je le dis souvent parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, comme un phénomène de foire, un petit rat de laboratoire. J'allais à l'hôpital, j'avais 17, 18 internes qui me prenaient en photo, qui mesuraient mes angiomes, qui soulevaient les bras, qui étaient là, alors, machin. Mes photos ont fait le tour des États-Unis, en des congrès médicaux. Enfin, c'était assez poussé. Et donc,
comme c'était le début des traitements contre les angiomes, entre guillemets, j'ai tout testé. On m'a fait tout tester. J'étais un peu le cobaye. Donc, j'ai été la première en France à tester le laser. J'ai testé des fonds de teint qu'on me faisait mettre sur les mains tous les matins. Ils ont voulu, à un moment donné, prendre la peau de les fesses de ma mère pour pouvoir me les greffer sur les bras. Donc, on avait dit stop, on arrête là. Donc, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Et ensuite, à 14 ans, j'ai fait ma première phlébite. Pour ceux qui connaissent pas, une phlébite, c'est un caillot de sang dans les veines qui bouche la circulation. Et si on ne soigne pas la phlébite, ça peut se transformer en embolie pulmonaire ou en AVC ou en arrêt cardiaque. Donc, il faut soigner la phlébite assez rapidement. Ils comprenaient pas pourquoi je faisais une phlébite, parce que j'étais assise en cours et que normalement la phlébite, c'est entre guillemets une maladie de vieux. Et donc, c'est là qu'ils se sont rendus compte que j'avais aussi des problèmes cardiovasculaires qui étaient liés à mes angiomes. Les angiomes, à part le fait de colorer la peau, est-ce que c'est dû à quelque chose en particulier ? Est-ce que ça a d'autres conséquences ? On ne savait pas pendant très longtemps d'où venaient mes angiomes. Il y a 3 ans et demi, j'ai été très très malade. J'ai fait une double embolie pulmonaire, j'ai failli passer. Vraiment, j'ai passé 6 semaines à l'hôpital en réanimation. Et en fait, à cette période-là, j'ai rencontré des bons médecins qui ont essayé de savoir d'où venait tout ça. Et en fait, ils ont vu, en faisant des recherches génétiques, qu'il y avait eu un gène qui avait muté quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et ce qui explique le fait que j'ai des angiomes. Ensuite, ils ont trouvé que j'avais une maladie qui s'appelle Klippel-Trenaunay. C'est un syndrome qui regroupe tous les problèmes cardiovasculaires que j'ai et les angiomes. Ce sont tous les symptômes. Mais tous les gens qui ont des angiomes n'ont pas un Klippel-Trenaunay. Attention, je préfère le dire aussi. Donc, tu peux aussi avoir un enfant demain qui a un angiome sur le visage, il n'aura pas forcément un Klippel-Trenaunay, et son angiome sera fin, et au bout de 3-4 ans, il ne l'aura plus. Moi, mon angiome est tellement épais qu'il n'est jamais parti. Même en grandissant, j'ai quelques endroits de mon corps où c'est un peu estompé, mais c'est tellement épais, j'en ai tellement que ça partira jamais. Tous les traitements que tu as testés, ils ont eu un effet ? Psychologiquement, oui, c'était compliqué, surtout que, par exemple, le laser, je l'ai fait, j'étais en 5e, donc on habitait à Nantes, on devait aller à Tours en ambulance. Donc en fait, l'année de 5e, les lundis, mardis, j'étais pas à l'école, donc ça m'a fait redoubler ma 5e. En plus de ça, ils s'étaient trompés sur le dosage de l'anesthésiant, ce qui fait que j'avais quand même mal, qu'on me croyait pas. Donc pendant 1 an et demi, je hurlais de douleur parce que le laser, c'est comme un tatouage, sauf qu'en plus de ça, ça brûle. C'est vraiment une aiguille qui lance, je sais pas si vous êtes fait épiler, mais c'est x10 en fait le laser dermatologique, c'est vraiment très douloureux. Puis quand on a 12-13 ans, voilà. Et donc, bon, je vais dire une info inutile, ça ne se verra pas parce qu'on est dans un podcast, mais j'ai un petit point blanc sur la main et ça résulte de 1 an et demi de traitement au laser. Ça valait pas le coup. Non, ça valait pas le coup. Puis en plus de ça, t'avais un certain nombre de séances qui étaient remboursées. Et au-delà de ça, c'était très cher. C'était à l'époque 10 000 francs la séance. Donc pour mes parents, c'était plus possible. Puis c'était pas efficace. Et puis je ratais l'école. Et puis ça marchait pas. Et puis ça faisait mal. Donc puis stop en fait. Il fallait les enlever parce que c'était esthétique. Donc je l'ai fait parce que j'ai écouté les médecins. Mais si je m'écoutais moi, j'avais pas envie de les enlever. Donc on avait décidé d'arrêter. T'as arrêté quand tous les traitements ? J'ai arrêté à la fin de l'année de 5e, en fait, quand on a vu que c'était inefficace. J'ai voulu reprendre il y a 3 ans, par contre, avant le début de mon compte Instagram. Je suis revenue en France, en fait, il y a un peu plus de 7 ans, 8 ans, parce que moi j'ai travaillé pendant 10 ans à l'étranger. Pendant 10 ans à l'étranger, j'étais dans une bulle où on ne m'a jamais regardée, on ne s'est jamais moqué de moi, où ça n'a jamais posé problème à qui que ce soit que je sois différente. Et quand je suis arrivée en France, tout le travail que j'avais fait sur moi, sur l'acceptation de moi, a totalement dégringolé. Parce que premier jour, j'arrive à Paris, je rentre dans le métro, j'étais en t-shirt, et là, 300 regards dans le métro. Après, ça a découlé des photos, des anecdotes sur moi dans la rue à Paris. On pourrait passer 3 heures à ce que je vous raconte tout. Attends, les gens te prennent en photo dans la rue ? Ouais, dans le métro aussi, ouais. Quand je suis en t-shirt là, bon, non, mais très souvent, tout le temps. Donc ça a été compliqué et un jour j'ai dit à mes parents, stop, je vais refaire du laser, je crois. Parce que ça me saoule. J'étais obligée de mettre des pulls en plein été parce que j'avais pas envie qu'on me regarde. J'avais chaud, mais tant pis. Et donc, je suis allée voir un dermato. Je lui ai dit, bon, vous m'hospitalisez 3 semaines et vous m'enlevez tout ça. Il a rigolé, il m'a dit, bah non, ça va pas être possible. Il faudra plutôt 3 ans. Donc, j'ai dit, 3 ans, bon, bah laissez tomber. Tant pis, quoi. Donc, on va apprendre à vivre avec. Et du coup, comment tu vis avec maintenant ? Maintenant, ça fait partie intégrante de moi et puis c'est devenu, entre guillemets, mon métier. Mais disons que mes angiomes jusqu'à 2017-2018, je les acceptais parce que mes tâches, elles sont là et que j'ai pas d'autre choix que de faire avec, de toute façon. Mais je trouvais ça moche.
Jamais trouvé ça beau en fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un au gré de mes voyages qui était adolescente à l'époque et qui maintenant a grandi, devenue une femme et qui est devenue photographe et qui un jour m'a dit je lance mon site internet, j'ai besoin de faire des photos dans Paris, est-ce que t'es ok pour faire mon modèle? Moi j'adore les photos, allons-y gaiement. Donc on passe 48 heures dans Paris à faire des photos un peu partout. Et le dimanche, nous étions à la maison et elle me dit « Bon, tu vas te déshabiller là et puis je vais prendre en photo tes angios. » Je me dis « À quelle heure je me fous à poil? Ça va pas, non? T'es folle ?» Elle me dit « Si, je veux prendre en photo tes angios, donc ça restera entre nous. » Si elle avait su que ces photos allaient être vues par des millions de personnes après, voilà, même moi, j'aurais jamais cru. Et donc, on a fait ces photos, elle me les a envoyées quelques jours après. Et en fait, quand j'ai reçu les photos, j'ai pleuré parce que j'ai trouvé pour la première fois mes angios beaux et artistiques. En fait, les photos étaient tellement belles, je me suis dit, mais en fait, t'as une map monde sur ton corps et c'est magnifique et il faut le mettre en avant. Et c'est là, en fait, après, alors pas tout de suite, 1 an après que j'ai lancé mon compte Instagram, et d'ailleurs, la première photo de mon compte, c'est cette photo-là. Du coup, maintenant, si on te regarde dans la rue ou si on te prend en photo, ça te touche moins qu'avant? Si c'est une fois, ça va pas m'embêter. Si c'est plusieurs fois dans la même journée, ça va m'embêter. Ou si c'est un moment où, par exemple, je vais avoir mes règles, où je vais être de mauvaise humeur, où je vais être en SPM et que je vais pas... Enfin, là, ouais, fuck, en fait, me regarde pas, me prends pas en photo. En fait, en plus, je ne réagis jamais. Je suis quelqu'un d'hyper zen. Je suis très, très calme. Mais un petit peu avant le confinement, je me suis disputée avec 2 personnes la même semaine à cause de mes angios. La première fois, j'étais au Leclerc, je faisais mes courses, enfin je mettais mes courses sur le tapis. Et il y avait une maman avec son petit garçon derrière. Et le petit garçon criait « Je veux ma voiture, ma voiture !» Sa mère n'arrivait pas à le calmer. Et en fait, elle regarde mes mains. Il faut savoir que mes mains sont un peu plus foncées quand il fait froid. Donc c'est un peu violet. Elle regarde son fils, elle me regarde. Elle regarde son fils. Et là, elle crie comme ça. Elle dit à son fils « T'as vu la dame là? T'as vu ses mains comme elles sont violettes? Ça, c'est parce qu'elle a pas été sage. Et du coup, eh ben, elle est devenue toute violette. » Mais sérieusement? Et là, j'étais là, pardon? Même la caissière, elle était choquée, quoi. Et je l'ai regardée. Elle a dit que c'était parce que t'avais pas été sage. J'ai pas été sage. Et je dis, pardon? Je dis, pardon? Et en fait, je me suis dit, Julie, calme-toi. Parce qu'elle est avec son fils. Alors, il faut savoir qu'il y a 10 ans en arrière, la Julie de 10 ans en arrière prenait la tête de la mère, la mettait sur le tapis de course, lui faisait manger toutes mes courses. Mais je me suis calmée. Et donc, du coup, je me suis baissée, je me suis mis au niveau du petit garçon. Et je lui ai dit, c'est pas parce que j'ai pas été sage que j'ai les mains violettes, c'est parce que j'ai une maladie qui s'appelle un angiome. Et tu apprendras en grandissant que la différence, ça fait une force. Et j'espère que tu seras pas aussi bête que ta mère. Et en fait, sa mère, elle m'a regardé, oui, pour qui tu te prends à parler à mon fils et tout. Déjà, elle me tutoie. Je lui ai dit, on va s'arrêter là. Et je lui ai dit, dis merci à ton fils d'être là. Parce que ça ne serait pas passé comme ça sinon. Et puis à un moment donné, la caissière, elle lui a dit, vas-y, taisez-vous madame, vous en avez fait assez. Je suis rentrée chez moi et le lendemain, un de mes potes m'invite à manger en bas de chez moi. J'ai un restaurant Jap. Et tout petit, c'est un tout petit, il y a 10 mètres carrés, enfin c'est vraiment tout petit. Et on mangeait, et là il y a un groupe de jeunes qui s'installent en face de nous, à 1 mètre, donc on entend leur conversation, etc. Donc on est toujours en hiver, j'ai toujours les mains violettes. Et je racontais cette anecdote de la veille à mon ami, en lui disant, tu te rends compte, cette semaine, voilà ce qui m'est arrivé. Et là j'entends, wesh, t'as vu la fille là, on dirait la Reine des Neiges avec ses mains violettes là, libérée, délivrée, la meuf t'a acheté. C'est exactement comme ça qu'ils ont parlé. Et là, il m'a regardé, mon pote, je vais me lever. Et je vais leur en mettre une. Je dis non, tu dis rien. Et pendant 1 heure, c'était là, libérée, délivrée, la meuf, elle est achetée, tout. J'étais en train de manger mes sushis. Mais c'est pas possible, en fait. Et en fait, on a mangé, on est sorti du resto, et j'ai regardé mon pote, et je lui ai dit, mais ça me ressemble pas, j'ai rien dit, c'est pas normal. Donc je suis retournée, j'ai pris une chaise, et je me suis assise à leur table. Je dis, c'est quoi votre problème maintenant? C'est quoi votre problème? Et en fait, à ces gens-là, faut leur parler en leur disant, t'as une sœur? T'as une maman? T'aimerais qu'on parle comme ça à ta mère ou à ta sœur? Après, je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré. Pas parce que ça me touche, c'est que j'en ai marre, en fait, qu'on se foute de moi. Tu vois, au bout d'un moment, stop. Il y a des moments où la coupe, elle est pleine. J'ai beau m'accepter telle que je suis, avec mes rondeurs, avec mes angiomes. J'ai beau m'aimer au quotidien. La bêtise humaine finira toujours par m'avoir. Et puis ça me renvoie à ce que j'ai vécu dans le passé. Les enfants, ils étaient tout aussi cruels? Alors, en fait, la première fois où j'ai été confrontée... à quelque chose de cruel, c'était avec un adulte. C'était pas un enfant, c'était ma maîtresse de CP, si tu m'écoutes, Martine. Mais en tout cas, dans ma classe, j'avais un petit garçon, Romuald, qui avait la leucémie, qui n'a donc pas de cheveux. Et donc, elle avait décidé de nous mettre tout le temps à côté. Pour toutes les activités, qu'on soit tout le temps ensemble, les activités sportives, les activités manuelles, les deux là, différents là, comme ça elle faisait avec sa main là, les deux différents. Et en fait, du haut de mes 6 ans... Elle vous appelait les deux différents? Ouais, les deux différents. Mais du haut de mes 6 ans, j'ai compris que c'était pas bien. Donc là, par contre, j'en avais parlé à mes parents. Et ça avait fait tout un tollé, vous imaginez, dans la classe.
Et avec les autres enfants, ça se passait comment ? En fait, si tu veux, toute la primaire, j'ai pas trop de souvenirs. Je pense qu'il a vraiment monopolisé ma mémoire pour le coup, ce souvenir-là. Là où ça a été compliqué, c'est à partir de la rentrée en 6e. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en plus, mes parents, ils déménageaient beaucoup. Donc, j'étais la nouvelle à chaque fois. J'ai eu mes règles très tard. J'ai eu de la poitrine très tard. J'étais la première de la classe. J'étais la fille qui a des tâches parce que ça vient de là. Donc, j'avais pas trop de copines ni de copains. Et effectivement, j'étais gentille. J'étais toute mignonne. J'étais pas la Julie grande gueule que vous avez en face de vous aujourd'hui. J'ai effectivement vécu ce qu'on appelle du harcèlement scolaire. Donc, c'était tous les jours. On m'appelait peau rouge, l'indienne. On dansait autour de moi en faisant boubou, tu sais, les Indiens. On me lançait du ketchup au visage à la cantine. Oui, c'était très, 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 très violent. Mais je rentrais chez moi, j'avalais ce qui s'était passé et je faisais ma vie, quoi. J'en parlais pas. J'ai parlé à mes parents de tout ça quand j'ai commencé à avoir un compte Instagram. Quand j'ai fait ma première interview, ma mère a dit « Mais comment ça, on t'a embêté à l'école ?» Parce que je leur en ai jamais parlé. Et ça a été comme ça tout mon collège. Là où ça a commencé à être compliqué, c'est quand tu commences à t'intéresser aux garçons. Bah non, je vais pas sortir avec la fille qui a des tâches, c'est trop la honte. Tu vois, les mecs, non, c'est trop la honte. Tu vois, ils parlaient comme ça. Et puis j'avais pas de copine, alors que tous les autres dans ma classe, ils avaient tous des potes et des copains. Moi, j'avais 2-3 copines et ça s'arrêtait là, quoi. Et en fait, l'année de ma 3e, tu demandes à ma mère, elle va te dire, Julie, en 3e, elle a découvert les garçons, donc elle a arrêté de bosser. Mais pas du tout. En fait, c'est que l'année de ma 3e, on arrivait dans un nouveau collège, personne me connaissait. Et je me suis dit, là, stop. T'es plus la fille qui a des tâches, t'es plus la première de la classe, tu vas être Julie, la drôle de la classe. Et alors par contre, du coup, j'ai pris un virage à 180 degrés. C'est-à-dire que de première, je passais à dernière, que j'étais élue déléguée alors que je me présentais pas, que j'étais la grande gueule tout le temps, que j'allais en manif alors qu'il y avait pas de lettres, tu vois, genre allez, on part en manif les gars. Bon d'accord, si tu veux. Et donc du coup, j'avais plein de potes et j'ai fait tout ça pour qu'on oublie mes tâches. Et ça a été... Alors, c'était bien pour moi, mais du coup, j'ai redoublé ma 3e et mes parents m'ont envoyée en pension, dans un pensionnat privé, qu'avec que des filles, que des bonnes sœurs. On faisait la prière avant de manger, la prière avant les cours. C'était l'horreur. La punition. La punition, qui n'était finalement pas une punition parce que c'était la meilleure année de ma vie, je crois. Enfin, de ma vie, de mon adolescence. Parce que la journée, j'étais avec des Marie-Charlotte, tu vois, de bonne famille, avec la petite collerette blanche et tout. Mais à l'internat, c'était que des nanas qui avaient été punies. Donc j'étais avec Agnès qui revenait de 2 ans aux États-Unis, avec Valérie qui avait vécu en Allemagne. Les nanas, elles fumaient, ils avaient des Doc Martens et un 501. À l'époque, c'était trop la classe d'avoir un 501 et des Doc Martens, tu vois. Comme quoi, ça tout revient, ne jetez jamais rien. Et du coup, on faisait que des bêtises. On cachait les vélos des bonnes sœurs, on jetait les matelas des 6e par la fenêtre, on devait se confesser. Le pauvre curé, on lui a tout dit, on lui disait qu'on faisait des partouzes et tout. alors que on n'avait jamais fait l'amour, tu vois. Mais genre, on se confessait au curé, on lui disait des trucs. Alors j'étais vierge, hein, mais c'était genre, oui, bonsoir, pardonnez-moi parce que j'ai péché le week-end dernier, j'ai fait une partouze, ils étaient 12, c'est un peu moins que la semaine dernière où ils étaient 17, mais tu vois, on faisait exprès, on était tout dans la provoque. Et pareil, ça m'a desservi, parce qu'à la fin de mon redoublement de 3e, j'étais déléguée. Réunion avec les profs, Madame Bullier, vous passez pas en seconde, hein, vous retriplez. Et là, j'ai dit, je vais passer un été pourri. Mes parents, ils vont me défoncer. Ma mère qui m'attendait à la sortie de l'école. Alors, c'était bien, tu passes en seconde ? Ah non, je passe pas en seconde. Ça a été compliqué. Et du coup, en parlant un peu de sexualité, oui, ton premier souvenir, toi, par rapport à ça, c'était quoi ? Alors moi, mon premier souvenir, j'avais un Walkman, donc il n'y avait pas Internet. On parlait pas de sexualité à la maison. J'avais pas de grand frère ou de grande sœur. Et mes parents m'avaient offert un Discman où tu pouvais capter la radio. Parce que j'avais une chaîne dans ma chambre, mais ma mère, le soir, elle voulait pas que j'écoute la radio parce que on se couche à 20h30, hein, il y a école demain. Et donc le soir, je me mettais mon Discman et j'écoutais Loving Fun. À l'époque, c'était toujours Loving Fun avec Doc Eddie Fool. Et on parlait sexualité. C'était vraiment les premiers émois, quoi. J'écoutais et je me souviens que le premier témoignage que j'ai entendu, c'était une nana qui avait un clito de 17 cm. Dans ma tête, j'étais là, c'est quoi un clito, 17 cm? Ça me paraît énorme, enfin, tu vois. Et elle racontait que dès qu'elle marchait, elle prenait son pied, quoi. Mais je comprenais pas, parce que, tu sais, la première fois que t'écoutes ça, t'as 14 ans, t'es dans ton lit, qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des émissions, c'est là que j'ai commencé à avoir un peu l'envie, un peu d'explorer mon corps, ou enfin, de me dire, peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aurais envie de faire l'amour. Et du coup, ça faisait quoi? Ça t'intriguait, ça t'intéressait, ça te dégoûtait?
Non, ça m'a jamais dégoûtée, mais ça m'intriguait, ouais, et même il y a des fois où ça me titille un peu. Tu vois, les discussions passées 23h, t'es dans ton lit, tu sais, ce secret. Puis en plus, moi, j'avais une chambre à part de la maison, donc j'étais toute seule dans ma chambre. Je savais que même si je me caressais, personne me verrait ou m'entendrait, quoi. Et donc c'est vrai que c'est là où c'est la première fois où je me rappelle que Doc disait souvent aux filles, prenez un miroir et regardez-vous. Et c'est pas ma mère qui m'a dit de faire ça, quoi. C'est Doc de Fun Radio, quoi. Donc c'est un jour, j'ai pris un miroir et je me suis observée, j'ai regardé comment j'étais faite, quoi. C'est à ce moment-là aussi que tu as découvert la masturbation ? Ouais, complètement. C'est à ce moment-là, je crois que première fois je me suis masturbée, c'est en écoutant Doc et Diffoul. Le nombre de personnes qui ont dû avoir ça aussi. Je crois. Ouais. Puis j'étais pas réglée encore. Hein. Moi, vraiment, mes règles, je les ai eues à 16 ans, presque 17. Tu les as attendues ? Je les attendais pour être comme les copines. Pas pour les avoir absolument, mais c'est parce que dans ma classe, j'étais la seule qui les avait pas. Elles étaient toutes là à dire « Ah, moi j'ai mes règles », comme si c'était vraiment le truc à l'époque, il fallait absolument les avoir, ces règles. Et puis j'avais pas de poitrine, j'avais vraiment des petites poires, quoi. C'était vraiment rien du tout pour moi, parce qu'elles étaient toutes réglées, elles avaient toutes leur poitrine. Et pareil, ma maman ne m'avait jamais expliqué comment ça fonctionnait. Et en fait, j'ai eu mes règles en cours d'allemand. J'étais assise, en plus en tailleur. On faisait un sketch en allemand. J'avais un pantalon blanc. Oh non. Si. Et ça a commencé à pouffer de rire dans la classe. Tu sais, les... Et donc, la prof, elle m'a dit, Julie, rentre chez toi. Donc, je suis rentrée chez moi à vélo avec mon BMX rouge. Et j'ai du BMX ? Ouais, j'ai un BMX, ouais. La classe. Et je suis rentrée sous la pluie, trempée, pleine de sang. J'ai ouvert la porte, j'ai dit, c'était même pas ma mère, c'est la nounou. J'ai dit, j'ai mes règles. Elle m'a regardée, elle m'a dit, va sous la douche, parce que c'est une catastrophe. Et le soir, ma mère est rentrée, origine méditerranéenne, elle me met une claque, et après, elle appelle toute la famille, Julie a ses règles, et moi j'étais là, ouais, d'accord, mais à part ça, comment ça se passe ? En fait, t'as une coutume en Méditerranée, c'est que tu mets une claque à ta fille le jour où elle a ses règles, parce qu'en gros, elle devient une femme. Donc, elle est partie m'acheter des serviettes hygiéniques. Ouais, c'était une femme, on te met une claque ? Ouais, c'est ça, c'est une coutume. C'est une coutume juive à la base, hein. On n'est pas juif du tout, hein, mais... Attends, mais c'est une claque, genre, c'est genre... c'est une claque. Une claque. Ok, bon. Voilà, et après, du coup, elle avait appelé ma grand-mère, ma tante, ses sœurs, genre, Juliane a ses règles ? Ouais, ok, c'est un peu ma vie. Mais bon, en fait, dans un sens, elle était fière, parce que sa fille devenait une femme, quoi. C'était ça. Et donc, pendant très longtemps, j'ai mis que des serviettes, et puis un jour, on est parti en vacances en Espagne, j'ai eu mes règles alors qu'on avait loué une maison avec une piscine, et j'étais là, je peux pas me baigner avec ma serviette, ça, c'est pas possible. Donc pareil, je me suis débrouillée toute seule à mettre un tampon, enfin, on n'avait vraiment pas cette discussion-là avec ma mère. Pour toi, c'était quoi faire l'amour ? Alors pour moi, faire l'amour, c'était ce que tu voyais dans les films. 2 adultes qui s'embrassent, ils finissent dans un lit, puis ils se grimpent dessus, puis ils gémissent un peu, et voilà. Et c'était quelque chose qu'il fallait faire, parce que quand t'es en couple, tu fais l'amour. Pendant très 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 longues années, j'ai pas éprouvé de désir à faire l'amour. Je faisais l'amour parce qu'il fallait le faire. Parce que quand t'es en couple, faut faire l'amour. C'est quoi ce qui a constitué ton éducation sexuelle ? Oula, eh bien, c'est moi, toute seule. Je me suis fait mon éducation toute seule, vraiment. C'est Diffoul. Ouais, Diffoul. Si tu m'écoutes, frère. Non, ouais, vraiment Diffoul. Après, les discussions avec les copines, c'est vrai que nous, les filles, on en parle plus que les garçons. Enfin, ils en parlent, les garçons, mais nous, on va vraiment dans les détails. Et c'est vrai que d'avoir des copines... J'ai toujours eu des copines un peu plus vieilles qui me racontaient ce qu'elles avaient fait, etc. Donc, du coup, toi, t'as hâte et en même temps, t'as peur aussi. Tu te dis, attends, quand ça va arriver, ça va être mon tour, je vais moins faire la baline. Et mon premier rapport sexuel, c'était avec un garçon qui était un peu plus vieux que moi. Moi, j'avais 17 ans et demi et lui, 22 ans. Donc déjà, c'était trop la classe, où c'était un pompier, il avait une Golf rouge, il venait me chercher au lycée, tu vois, c'était trop bien. Et forcément, à 22 ans, on n'a pas les mêmes attentes qu'eux. Et puis, moi, je vous parle toujours des années 80-90, où à l'époque, tu faisais... je dis pas qu'aujourd'hui, on couche plus facilement. Je pense que oui, vraiment. Je pense que les mœurs sont un peu... Voilà, et qu'on couche plus facilement le premier soir, ou que tu vas pas faire attendre 6 mois ton mec avant de coucher avec. Mais à l'époque, c'était ça. C'était vraiment, tu restais avec ton copain et tu le faisais attendre le plus longtemps possible avant de coucher avec lui. C'était ça. Et en plus de ça, t'avais cette peur. Moi, j'avais une trouille bleue de faire l'amour. En plus, voilà, il avait 22 ans. Dans ma tête, il avait déjà fait l'amour plein de fois. Et moi, je savais pas comment il fallait faire, etc. Et on est resté 6 mois ensemble. Il a été patient. Bon, après, on s'était un peu fait, comme on disait à l'époque, frotti-frotta. Tu vois, mais pas plus. Et puis un jour, on a fait l'amour, quoi. Enfin, j'ai compris qu'on était en train de faire l'amour quand il m'a pénétré, mais pour moi, c'était... Alors, j'ai pas eu trop mal.
bizarrement, comparé à d'autres filles qui, elles, je sais, j'ai pas saigné, tout ça. Enfin, pourquoi, je sais pas. Peut-être parce que j'ai fait du cheval et qu'on m'a dit aussi que quand tu fais de l'équitation, il y a peut-être possibilité que ton hymen se brise avant, mais j'ai fait de l'équitation pendant longtemps, alors peut-être que c'est ça. Tu saignes pas forcément. Oui, tu saignes pas forcément, ouais. Mais en tout cas, j'ai pas eu mal, voilà. Mais c'était bizarre. Enfin, j'ai pas eu de désir, pas pris de plaisir. Il m'a embrassée, voilà, on a commencé à chauffer un peu, voilà, on s'est déshabillé, il m'a pénétré, il était content, moi j'étais là, ouais, bon, c'est ça faire l'amour ? Ok. C'était pas dingue. Et puis, on n'a pas eu l'occasion de le refaire. En fait, ce méchant garçon, il avait raconté à tout le monde qu'il m'avait fait l'amour dans sa voiture, alors que c'était pas vrai. Il avait raconté ça, on habitait une toute petite ville et c'était revenu aux oreilles de ma mère. Donc on s'est séparés parce qu'il avait menti, tu vois. Donc déjà, ma première relation, le gars, il raconte n'importe quoi à tout le monde. Donc c'est vrai que ça a mis du temps. Parce que j'ai envie après, derrière, de revoir un copain. Et après, moi, j'ai vraiment pas eu de chance, entre guillemets. C'est qu'ensuite, j'ai eu un amoureux comme ça, que je voyais de temps en temps, avec qui j'ai eu des rapports sexuels. Mais toujours pareil, tard. Mais moi, le désir est venu vraiment très, très, très tard. Et en fait, avec ce garçon-là, on a couché ensemble quelques fois. Puis à l'époque, moi j'étais dans un autre internat, j'avais 18 ans, mes parents m'avaient mis dans un autre internat. Je rentrais que le week-end chez mes parents et puis je vois que j'ai un retard de règles. Je le sentais en fait, qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Et j'avais dit à mes copines, je crois que je suis enceinte parce que j'ai quand même un retard de règles. J'avais 18 ans, 3 semaines de retard, 1 mois de retard, 1 mois et demi de retard, ça pue. Et puis j'avais tellement peur de le dire à ma mère que j'ai rien dit. Et que je suis repartie à l'internat, que je vomissais tous les matins. Donc là, c'était clair que j'étais enceinte. Et en fait, j'en ai parlé à l'infirmière scolaire en lui disant « je ne sais pas quoi faire ». Et elle m'a dit « de toute façon, t'es 18 ans, t'es libre de faire ce que tu veux, c'est toi de prendre ta propre décision ». Enfin, ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Je suis repartie en cours et 2 jours après, j'étais en classe, il y a la CPE qui rentre et « Julie, l'infirmière qui vous attend » et tout. Et j'arrive à l'infirmerie, il y avait ma mère. Mes parents habitaient à Paris et moi j'étais en internat à Clermont-Ferrand. Et donc en fait elle avait prévenu ma maman. Mais non. Si, elle avait prévenu ma maman et donc du coup on est rentrés sur Paris avec mes parents et ma mère m'a dit tu veux faire quoi ? Voilà, elle m'a posé la question, on a fait des examens et il s'est avéré en fait que l'embryon n'était pas bien positionné et qu'on m'a dit qu'il y aurait des chances que je fasse une fausse couche dans les jours à venir, etc. et tout. Donc du coup j'ai fait un avortement, donc j'ai fait un IVG dans les Yvelines et c'était Christine Boutin qui était à la tête des Yvelines, donc c'est très compliqué à l'époque. Et pour la petite anecdote, heureusement que maintenant ça n'arrive plus parce qu'à l'hôpital on nous demande 15 fois avant notre nom avant chaque intervention et qu'on a un bracelet, etc. Nous, à l'époque, t'avais ton dossier au pied du lit, en fait. Et avant mon intervention, parce que moi, j'étais 2-3 jours du délai d'avortement. Donc, on m'a endormie, c'était par aspiration. Et en fait, juste avant mon intervention, on était plusieurs lits les uns à côté des autres, à attendre de passer, en fait, en salle d'opération, entre guillemets. Et l'infirmière s'assoit à côté de moi, elle me prend la main, commence à me caresser la main et elle me dit « Je te comprends quand même. À ton âge, déjà 5 enfants, c'est une sage décision ce que tu fais. » Et je dis, pardon, de quoi vous parlez là ? Et j'étais un peu dans le gaz, j'ai eu 5 enfants, de quoi vous me parlez ? Et du coup, tout de suite, elle prend mon dossier, elle se rend compte qu'il y avait eu un échange de dossiers, en fait, au pied du lit. Et heureusement qu'elle a vérifié, parce que la personne en question devait se faire ligaturer les trompes. Oh putain ! Voilà. Donc j'ai eu de la chance dans mon malheur à ce moment-là, quoi. Ça n'arrive plus que dans Kill the Virgin, ce genre de truc. C'est ça. Mais pour le coup, je pense qu'il y a tellement eu de mésaventures comme ça qu'ils ont mis ça en place. Donc double choc, en fait, ça a été difficile. Et puis après, je suis rentrée chez moi. J'ai eu quelques jours à la maison, puis après je suis repartie à l'école, quoi. Mais pareil, on en parlait un petit peu avec ma maman, mais pas tant que ça. En fait, j'en parlais surtout avec mes copines et avec l'infirmière ou avec une psy qui était à l'école. Mais ce sujet-là, c'est pas quelque chose... Enfin, c'était pas un sujet tabou, mais une fois que c'était fait, on n'en parlait plus, quoi. Donc après, la sexualité, ça m'a calmée. Pour le coup, pendant très 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 longtemps, j'ai pas fait l'amour. Vraiment, ça m'a bloquée, quoi. Tu l'as mal vécu, cet avortement ? Oui, je l'ai mal vécu. Ouais, parce que je pense que je l'aurais gardé. Ma maman me disait, t'es sûre ? Après, tu prends ta décision, c'est toi qui vois. Mais moi, j'ai toujours voulu être maman, tu vois. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Et c'est, entre guillemets, c'est moi qui avais fait la bêtise. Bon, j'étais pas sous pilule, mais un préservatif qui craque à 18 ans, tu penses pas le vérifier, quoi. Il faut vérifier. Mais on pense pas à le faire. Donc, quand on est jeune. C'est la pression, un peu, qui t'avait fait dire OK à l'avortement, plus que ton envie ? J'ai pas eu de pression.
Mais on m'a vraiment expliqué que si je gardais l'enfant, il risquait de pas être viable ou que je fasse une fausse couche en fait dans les semaines qui suivent parce que il était vraiment mal positionné en fait l'embryon. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire un avortement. Peut-être que si j'avais décidé de le garder, peut-être que ça aurait été une bêtise aussi, parce qu'à 18 ans, t'as pas le permis, t'as pas de travail. Enfin, on sait ce que c'est qu'une responsabilité, un enfant. Je pense que mes parents m'auraient aidé, mais je pense qu'aussi, au fond de moi, même si ma mère, elle a été très bien entourée, elle voulait pas que je revive ce qu'elle avait vécu, tu vois, et qu'elle voulait que je fasse des études, que je pense à moi avant d'avoir des enfants, quoi. C'est un truc auquel tu repenses parfois ? Oui, ouais. Surtout quand je vois que j'ai toujours pas d'enfant aujourd'hui, surtout qu'un peu plus tard, j'ai fait une fausse couche. Donc, je suis quand même sujette à ce niveau-là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, voilà. Et quand est-ce que tu as commencé à prendre du plaisir dans ta sexualité ? Alors, c'est quand je suis partie au Club Med. Club Med, sponsor du plaisir. Non, quand je suis partie bosser au Club Med. Et effectivement, arrivée là-bas, j'ai commencé à faire des rencontres. C'est pas une rumeur, hein, ce qu'on entend sur le Club Med. Comme quoi c'est très libéré. C'est vraiment le cas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'avais pas de copains, mais du coup, j'ai rencontré plusieurs garçons. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment une sexualité... c'était un peu n'importe quoi. C'est un sens où on buvait beaucoup, donc on faisait l'amour, on faisait la fête. Et c'était mon mai 68, quoi. Tu vois, c'était mon moment. J'ai eu 2-3 ans où là, ouais, j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, à avoir ce qu'on appelle un plan cul, à commencer un peu à éprouver du plaisir en faisant l'amour. Mais je l'ai eu tard, mon premier orgasme, vraiment très tard. J'avais 25 ans. Ouais. Pendant des années, je me disais, en fait, j'ai pris mon pied, quoi. Jusqu'à ce que tu prennes ton pied. Et que là, tu te dis, ah, c'est donc ça. Et quand tu ressens cette explosion, ça trempe de partout, tu te dis, bah, qu'est-ce qui m'arrive là ? Et en fait, c'est donc ça, prendre son pied. Donc ouais, 25 ans, je trouve que c'est tard quand même. C'est tard. Après, il y a des nanas qui l'ont beaucoup plus tard que ça, mais déjà, pour moi, c'était tard. Est-ce que ton angiome, c'est quelque chose qui a pu te complexer par rapport aux garçons ou pour te mettre nu Complètement, parce que pendant des années, j'ai fait l'amour dans le noir. J'avais toujours peur que... c'était un peu bête, hein, parce que les garçons, s'ils venaient vers moi, c'est qu'ils avaient vu que j'avais des angiomes, mais que voilà. Mais tu te dis toujours, quand je vais me déshabiller, il va voir que j'en ai partout et ça va pas lui plaire. Et en fait, j'ai fait l'amour dans le noir pendant jusqu'à mes 25 ans, pendant des années, parce que j'avais peur que ça plaise pas, parce que j'étais complexée, parce que je vous rappelle que je ne les ai pas aimés avant, il y a encore quelques années. Donc, c'était quand même très difficile. Donc, s'il y avait de la lumière, ça allait pas, quoi. Et rien caché sous les draps, quoi. Est-ce qu'il y a déjà eu des garçons qui t'ont dit qu'ils trouvaient ça beau ? Oui, mes amoureux. Après, si, les plans cul aussi, mais j'ai eu 3 hommes qui ont vraiment compté dans ma vie, vraiment, 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 et eux adorent mes angiomes. Ça a toujours été... même sensuel, à essayer de trouver des formes, ou même me dire, je les vois même pas, en fait. Et ça aide énormément, d'avoir des garçons qui te disent que t'es belle tout le temps, qui font pas cas de ta différence, et ça t'aide aussi là-dessus. Et du coup, maintenant, comment tu t'entends avec ton corps ? Maintenant, on est plutôt copains, hein, lui et moi. Il n'y a pas de problème avec ça. Disons que c'est plus comme avant où t'attends plusieurs mois à dire non mais ça j'aime pas, ça j'aime bien. Enfin maintenant, dès le début, j'arrive à exprimer ce que j'aime au niveau de ma sexualité, à en parler plus ouvertement, à pas avoir de tabou là-dessus. Et comme je suis épanouie sexuellement parlant, je pense que les garçons que je rencontre le sentent aussi. Et c'est hyper important dans une relation amoureuse, la sexualité. C'est à quel moment que tu te sens la plus à l'aise dans ton corps ? Oh bah tout le temps, je crois. Et bizarrement, en shooting, quand je suis en sous-vêtements, je me sens bien. Alors que bon, des fois je suis avec des nanas, elles font 1m80, 45 kilos. Mais moi je me sens bien. Elles me disent comment tu fais. Moi je me sens bien dans mon corps, donc voilà. Comment ça, elles te disent comment tu fais ? Bah en fait, il y a beaucoup de nanas qui me disent qu'elles sont pas à l'aise avec leur corps et que du coup moi... qui ait des formes, qu'on dit gironde et qui ait des angiomes. Comment tu la trouves où, cette force, pour te mettre en sous-vêtements, alors que moi, je suis toute mince et j'y arrive pas, quoi. Donc, je leur dis, les filles, faut se décoincer. On y va, là, c'est parti. Ça me dérange toujours quand les gens disent qu'il faut de la force pour se montrer. Ouais. C'est pas de la force qu'il faut, hein. C'est mon corps, après tout, hein, mais c'est ces questions un peu à la con. Là. Comment tu fais ? Je le fais, en fait.
C'est pour ça que cette question m'a choquée, parce que je me dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps, il est supposé être moins montrable que le mien. Donc en fait, toi, comment tu fais? Il y a un truc... Il y a peut-être de ça. Il y a peut-être aussi du fait qu'elle, elle s'assume pas, et que de voir une nana qui a des rondeurs et des angiomes s'assumer, c'est comment tu fais? Aide-moi aussi. Moi, je réponds toujours de la même manière. Tu parlais de tes rondeurs. Est-ce que ça a été un sujet à un moment pour toi ou pas du tout? Ah oui, tout le temps. Alors ça, par contre, mes rondeurs, moi, je fais le yo-yo, en fait, depuis que j'ai 15 ans. Donc, un coup, je fais 100 kilos, un coup, j'en fais 80, un coup, j'en fais 120, un coup, j'en fais 70. J'ai appris à vivre avec. Et pareil, à m'aimer, peu importe le poids que j'avais. Tant que je me trouve bien dans ma peau, j'arrive à trouver des vêtements, que je continue à plaire aux hommes, ça pose pas de problème. C'est un sujet, trouver des vêtements? Ouais, ça a été compliqué. Quand je suis vraiment au plus haut de mon yo-yo, je galère. Enfin, je galérais. Parce qu'il y a de plus en plus de marques qui maintenant font du grande taille, ce qu'on appelle grande taille. Tes variations, elles sont dues à quoi? Ça se passe comme ça ou c'est juste toi qui par moment te sens moins bien et du coup... En fait, je suis quelqu'un qui mange mes émotions, comme on dit. et donc, il y a des fois où je vais être vraiment ce qu'on appelle mince, parce que je descends, je perds énormément de poids. Et dès qu'il se passe quelque chose un peu plus compliqué dans ma vie, je vais grossir même sans manger. Je suis comme ça. Bon, après, maintenant, avec l'âge, j'ai du mal, si je mets... Là, en plus, depuis 6-7 mois, on fait plus du tout sport, on va être clair. Mais dès que je me mets à faire du sport, les 10-15 kilos que j'ai en superflu, ils partent très vite. Mais là, du coup, ça fait 6 mois qu'on est un peu à l'arrêt, donc je me suis... je suis pas empâtée, mais on va dire que j'ai pas maigri non plus. Donc là, c'est dans une phase de poids où c'est pas top, mais... où j'aimerais justement en perdre un petit peu, mais c'est pas pour ça que je ne m'aime pas, hein. Mon corps, je l'aime. Il y a une fois où vraiment j'en avais marre qu'on me dise que j'étais trop grosse et où là j'ai fait un régime, ce qu'on appelle vraiment un régime, et en 4 mois j'ai perdu 45 kilos, ce qui est trop, où je me suis butée au sport, je faisais 17 km par jour à pied et je mangeais rien. Tu disais que t'en avais marre des remarques, t'as aussi subi des remarques? Oui. Ouais, par rapport à mon poids et de ma famille aussi, parce que dans ma famille, tu sais, c'est l'image de gros égale mauvaise santé. En fait, j'ai fait un régime pour les autres, pas pour moi. Donc, je suis passée du 54 au 42. Et quand je suis arrivée chez Promode, parce que j'ai plus d'habits, donc je suis allée chez Promode, m'acheter un jean, et je suis allée au 48, et la nana, elle m'a dit non, il faut aller là-bas, là pour vous. Et j'ai mis un 42, je me suis vue dans le miroir, j'ai fait, c'est pas moi ça. C'est pas moi. Et en fait, ça a tenu 6-7 mois. Après, j'ai regrossi. Parce que moi, mon poids de forme, c'est plus 90 kilos que 65. Donc, et que je suis bien dans mon 90, que je suis bien dans mon 48. Bon, là, j'ai un peu dépassé le 48. Je suis plus sur du 50, 52, mais on s'en fout. Mais mon poids de forme, c'est plus 48, tu vois. Donc, 42, c'était pas moi. Je me reconnaissais pas. C'est comme si tu m'enlèves mes angiomes demain. Et les gens qui me connaissent pas, à qui je montre des photos de moi quand j'étais maigre, ils me disent « ça ne va pas ?» Ça te va pas, parce que je pense que ça va avec ma personnalité aussi, d'être un peu gironde, et que dès que je suis mince, je suis plus moi. Tu disais demain si on m'enlevait mes angiomes, ce serait plus moi. Ouais. Aujourd'hui, s'il y avait un remède miracle, le laser miracle qui fait pas mal, tu le ferais pas? Non, je le ferais pas. Mais d'ailleurs, on peut parler de quelque chose qui va se passer, vu qu'on connaît la date de la sortie du podcast, ça sera déjà sorti, donc je peux en parler aujourd'hui. Mais vendredi, je tourne une vidéo, et ce sera une grande première pour moi. On va recouvrir mes angiomes de fond de teint, donc tout mon corps, parce que j'aimerais une fois dans ma vie me voir sans angiomes, juste pour voir. Donc je sais pas ce que ça va donner, peut-être que j'ai beaucoup pleuré, peut-être pas, mais en tout cas, on fait ça avec les nanas de Paname, et on s'est dit que ça pourrait être sympa, une fois, de le faire, juste pour voir. Mais je n'ai pas du tout envie de les enlever. En fait, c'est moi qui ai eu l'idée, et après je me dis mais pourquoi t'as eu cette idée? En fait, tu vas chialer, tu vas pas être bien, mais j'ai envie de le faire pour voir. C'est juste par curiosité, se dire que serait mon corps sans angiomes. C'est juste pour me voir une fois, mais je pense que je voudrais vite prendre une douche après. Plein de fond de teint sur le corps, ça doit faire trop zarbi. C'est clair. Ça te fait peur de vieillir? Alors non. Ce qui me fait peur, alors c'est pas de la peur, disons que ce qui m'embête aujourd'hui, c'est de pas être maman. Mais sinon, de vieillir, non. Et donc forcément, en vieillissant, t'as moins de chances d'avoir un enfant. Et au plus on avance dans le temps, au plus ma chance se réduit quand même. Et comme je ne juge pas celles qui le font, et je trouve que c'est génial d'avoir cette force-là, mais moi, je veux pas faire un enfant toute seule. Je veux pas faire un enfant avec mon meilleur ami gay. Pourtant, j'ai plein d'amis gays qui me le proposent, mais non. Pour moi, avoir un enfant, c'est avoir un amoureux ou une amoureuse, et cet enfant, c'est les fruits de l'amour. C'est pas avoir un enfant juste pour être maman. Mais je comprends celles qui le font, je ne juge pas. Mais en tout cas, pour moi, avoir un enfant, c'est
fonder une famille. Et pour le moment, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer le papa. C'est un truc qui te rend triste ? Alors, à une époque, oui, ça me rendait très, très, très triste. Maintenant, je pense que j'ai un peu fait le deuil. Alors, j'ai l'impression que j'ai 50 ans quand je dis ça, parce que je pense qu'il y a encore l'occasion d'être maman. Mais c'est parce que j'ai eu des histoires difficiles, des histoires d'amour qui sont compliquées, qui ont mis longtemps à guérir aussi. Et aujourd'hui, maintenant que je me sens prête à être amoureuse, etc., je me dis que si j'ai pas d'enfant, c'est pas grave. Mais par contre, je ne pourrais pas finir ma vie toute seule. Je le vivrais très mal, je pense. Ça me dérangeait pas de rencontrer quelqu'un qui a des enfants, par exemple, et de faire ma vie avec ce garçon ou cette femme. J'en sais rien, je suis pas fermée. Mais du coup, à une époque, je me disais, si j'ai pas d'enfant à 40 ans, je rêverais très, très, très mal. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, si j'ai pas d'enfant, c'est pas grave, mais si j'ai pas d'amoureux, si je me marie pas ou si je finis pas ma vie avec quelqu'un, là, ça serait difficile. Je le sais. En fait, je suis pas quelqu'un qui aime être seul. J'ai un gros problème avec la solitude. Donc, je sais que ça serait difficile. Avec les différents partenaires que tu as eus, est-ce que tu as eu le sentiment que vous étiez en phase par rapport à la sexualité ? Avec mes amoureux, oui. Je pense que c'est hyper important aussi. Quand il y a de l'amour, après, il n'y a pas de jugement. On peut parler de sexualité sans juger l'autre. On peut dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. On peut expérimenter des trucs. Ça, c'est possible vraiment quand tu es vraiment en confiance avec la personne ou quand il y a vraiment de l'amour. Et effectivement, avec les personnes que j'ai aimées, il n'y a pas eu de problème. Est-ce que parfois, quand tu es amoureuse, tu peux avoir quand même envie d'autres personnes ? Alors non, parce que je suis quelqu'un de hyper fidèle et entière dans tout ce que je fais. Je suis très entière. Donc en fait, quand j'aime. J'ai une amie qui dit tout le temps, Julie, elle est trop. Mais je suis trop dans tout. Et en fait, quand j'aime trop. Et donc non, quand j'aime vraiment quelqu'un, je regarde pas ailleurs. Bon, jamais. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'avoir un plan cul et de penser à une star ou mon ex. Normal. Des 5 sens, pour toi, c'est lequel qui est le plus lié à la sexualité ? Le toucher. C'est quoi la sensation que tu recherches à travers le sexe ? Aujourd'hui, je cherche vraiment à prendre mon pied, quoi. Je le dis clairement. C'est vraiment, tu vois, quand j'y arrive pas, je suis frustrée, quoi. Maintenant que j'ai découvert ça et que l'orgasme, c'est tellement un truc génial que, tu sais, quand tu te trouves avec un mec qui prend son pied avant toi et qui s'endort, t'es là, non mais t'es sérieux, mec? Tu vois, je suis là. Bon, heureusement, il y a le dieu qui a inventé Womanizer. Mais, S'il s'endort, tu prends le Womanizer? C'est ça. Mais c'est vrai que oui, c'est génial, de prendre son pied et puis, tu sais, le câlin d'après. C'est ce petit moment-là, trop bien. Est-ce que tu as le sentiment que ta sexualité, elle influence la personne que t'es ? Je me suis jamais posé cette question. Je réfléchis, je te réponds après. Reviens dans 5 minutes. Je sais pas. Peut-être qu'en vieillissant, je me lâche plus niveau sexe. Tu vois aussi, c'est parce que j'ai appris à savoir ce que j'aimais ou pas. Par exemple aussi, ce rapport aux sex toys. Pendant très longtemps, je les regardais dans les magasins. Je les observais, ils m'observaient, on se regardait. J'avais jamais fait la démarche de me dire je vais en acheter un. Et en fait, un jour, j'en ai acheté un. J'ai trouvé ça sympa, mais pas dingue. Je pense que c'est parce que j'avais pas pris le bon. Et puis, il y a pas très longtemps, on m'a envoyé un Womanizer. Et là, j'ai dit « Ah !» Et tu vois, maintenant, du coup, j'en ai plein. C'est un peu trop. Je suis trop. Voilà. Je sais pas faire la part des choses. C'est soit j'en ai un, soit j'en ai 150. Et je trouve ça rigolo. J'entendais Amal qui est venue chez vous et qui disait qu'elle se masturbait pas, elle se faisait l'amour. Mais c'est totalement ça. Je comprends ce qu'elle me dit, en fait. Moi, quand je m'amuse avec mes sextoys, j'espère que ma mère va pas écouter ça. Bon, écoute, maman, je fais l'amour, voilà. Tu le sais. Mais en gros, ouais, je me fais l'amour, quoi. Je me fais tout un scénar, je me kiffe. Tu vois, je mets des vidéos, je mets de la musique. C'est pas juste, hop, je me masturbe 30 secondes, quoi. Enfin, si, ça arrive. Mais vraiment, il y a des fois, j'ai très envie de me faire l'amour. Je me fais l'amour, quoi. Quand tu te masturbes, c'est toujours avec un objet ? Non. Moi, je suis plus... on dit que ça n'existe pas, clitoridienne ou vaginale, mais clairement, si. En fait, c'est pas que ça n'existe pas, c'est que... En fait, le clitoris, comme il est immense et qu'en fait, il englobe toute ta cavité vaginale, quand tu jouis par pénétration, ça reste un orgasme clitoridien. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, moi, toute seule, par exemple, je prends plus de plaisir à me caresser qu'à me pénétrer. Je trouve que la pénétration, c'est réservé à ce que quelqu'un d'autre me le fasse. C'est comme ça que je le vois. Du coup, c'est la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler et qu'est-ce qui était important pour toi ? Alors, j'ai voulu venir vous parler parce que je trouve que c'est hyper important de désacraliser la sexualité, de la rendre moins taboue et
Je trouvais que c'était intéressant de raconter aussi mon histoire dans l'acceptation de soi, dans le self-love, qu'il y avait quand même un rapport avec la sexualité, qu'il n'y a pas de tabou à en parler. Je trouve que c'est libérateur et que j'en parlerai plus souvent. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Charlotte Imbeau et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours.